Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de Art Top TV dans l'Instant Régine. Aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de recevoir Sarah de son nom d'artiste Saka. Bonjour Saka. Bonjour Régine. Ça me fait plaisir de te retrouver. Oui, moi aussi, merci. Ça fait un petit moment. C'est vrai, le temps file. Tu te rends compte? Et puis je te présente Patricia, notre poétesse. Bonjour Pat. Bonjour Régine. Bonjour chacun, enchantée. Bonjour Patricia. Bonjour à tous. Alors Saka, tu es pianiste. Le chant, il te tient très très tôt à corps. Tu as commencé très jeune. Le chant, oui. Le piano et le chant d'ailleurs. Oui, le chant, j'ai commencé, je pense, je devais avoir 8 ans. C'est tôt, 8 ans. Oui, c'est un peu tôt quand même. Ouais, mais qui c'est qui t'a inspiré à 8 ans? Je veux dire, t'entendais tes parents chanter? Comment ça s'est passé? Alors, on écoutait beaucoup d'opéra à la maison, donc on avait déjà un piano, et donc on est 3 enfants, et sur les 3, on est tous passés par la case piano. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé chanter, surtout quand j'ai vu La Petite Sirène. Ça, c'était une révélation. Je chantais à tue-tête, partout. Et un jour, une dame m'a entendu chanter, et elle a dit à ma mère, votre fille devrait faire du chant plus sérieusement, parce qu'il y a certainement quelque chose. C'est comme ça que ça a commencé. T'as été inspirée toi aussi très tôt sur le chant, la danse. Qu'est-ce qui t'a inspiré toi, Patricia? Très tôt, écoute, moi je suis de la génération où en effet j'ai commencé la danse classique à 6 ans, le piano à 6 ans. Oui, c'était un peu tôt, hein, c'était un petit peu tôt, mais mais pour le peu, comme c'est une discipline, c'est cadrant pour l'enfant, très cadrant. Ce qui permet, même si après on a des talents d'artiste où on a toujours le piano et le chant, ou la danse bien sûr, ça te cadre, hein, c'est une discipline. C'est vrai. Et j'avais également les 3. En effet, j'avais aussi la danse classique. Et la danse classique, voilà. J'adorais ça. Pendant plus d'1 an, tu as été coachée pour entrer à la pré-maîtrise. Alors, c'est quoi la pré-maîtrise de Notre-Dame? Alors, la pré-maîtrise, en fait, c'est ce qui précède la maîtrise. Donc, ce sont un peu des classes du soir. On va apprendre à chanter en chœur avec du solfège et une formation musicale autour de cela pour avoir la possibilité ou non de rentrer à la maîtrise. Tu y es restée pendant 2 ans? Oui, 2 ans. Ça n'a pas été trop dur pour toi, là aussi? C'était intéressant parce qu'on était plusieurs jeunes filles à faire ce cours-là et on était plutôt bien cadrés, donc j'ai plutôt des bons souvenirs de ces classes-ci. Mais après, c'est vrai que je n'ai pas poursuivi à la maîtrise. Je suis partie plutôt vers quelque chose de soliste plutôt que chœur. Tu fais aussi de la danse en parallèle, de la danse classique. Tu obtiens une mention au concours de la scène française. Ouais, très jeune. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as été reçue pour ce concours? J'étais très étonnée parce que je m'y attendais absolument pas. Du tout? Pas du tout. Je me souviens, j'étais très jeune et ma prof avait vraiment formé une adolescente à cette époque-là où elle avait vraiment beaucoup d'attentes. Et au final, de toute mon école de danse, j'ai été la seule à à avoir mon certificat et à ce moment-là, on s'est posé la question. Non, j'y croyais pas du tout. J'étais ravie. Quand on s'y attend pas, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'à partir de là, s'est posé la question opéra, danse classique. Et c'est pour ça que tu as eu la chance de rencontrer pas mal de personnes, dont André Morel, qui pendant 10 ans t'a formé au chant lyrique, à la diction, à la déclamation. Ça, tu connais tout ça, toi aussi? Déclamation, c'est pour ça qu'après je déclamerai un poème qu'elle a choisi. Et le bel canto? Ouais. Alors ça, c'était tout très jeune. C'est vrai que j'ai eu une formation très complète, un peu trop jeune à ton goût, aujourd'hui, avec de la distance, mais c'était très formateur. Hein. Mais c'est vrai que bon, je pouvais pas m'amuser comme les jeunes filles de mon âge. Hein. Clairement, c'était. T'étais encadrée. Très encadrée. Et tous les trimestres, tu passais des auditions à un jury ouvert au public. Là aussi, ça doit être stressant. Tous ces gens qui sont devant toi, tu te dis, est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'aurais peut-être loupé ou... Surtout que c'était de l'opéra, donc tout de suite c'était des airs qui s'adressaient quand même à des personnes assez matures et quand on a un peu rien vécu, c'est compliqué de mettre du sien. Donc je me posais vraiment que sur ma voix et ce que ça voulait dire pour moi. Mais la chose la plus difficile, c'est qu'à chaque récital, je devais déclamer le texte que j'allais chanter. Donc ça, c'était quand même un exercice assez effrayant. Avant le chant? Oui, donc vraiment silence total. Tu disais le texte? Je disais le texte. Et en italien, si c'était... Alors, quelquefois, la professeure voulait en effet que ce soit en italien, mais c'était souvent en français pour la compréhension de tous.
pour que les gens comprennent ce que je chante. C'est vrai, parce que c'est vrai que ça a manqué pendant des années, ça. Ben oui, on peut être très très accaparé par le son des voix des chanteurs, mais à un moment donné, si on n'a pas lu l'histoire avant on comprend plus. Alors, en effet, quand il y a une maturité, il y a des émotions qui vont nous aider. Oui. Mais quand on est jeune, c'est plus dur. C'est plus dur. Oui, tout à fait. Ça doit même être éprouvant, je pense. Oui. Il n'y avait pas l'incarnation évidemment émotionnelle, mais j'arrivais à tout dire par cœur parce que je lisais beaucoup de poèmes et j'adorais ça et j'avais une bonne mémoire. Donc ça, j'avoue, heureusement que j'avais ça, mais j'étais très très mal à l'aise. Est-ce que tu avais peur de décevoir tes parents ou le prof? Qu'est-ce qui ça s'arrêtait plus tes parents ou le prof? C'était ma mère et la prof, les deux. Les deux. Il y avait une sorte de petit chantage quand même qui était pas très très sympa, pas très très sympathique. Mais c'est le moment de liberté bizarrement, c'est quand j'étais sur scène, il y avait personne pour m'embêter, je faisais ce que je voulais. Voilà. Ça. Est-ce que ça n'a pas été aussi difficile pour toi de continuer ces cours scolaires, justement? Si, c'était un peu compliqué. J'avais l'impression d'avoir 2 vies et d'être un peu trop en avance, mais avoir acquis plus de maturité par rapport à d'autres élèves, aux gens de mon âge à cette époque qui étaient qui avaient une vie complètement normale. C'était les booms, c'était les copains, les futurs amoureux, voilà, c'est ça exactement. Et moi, c'était non, je dois chanter de l'opéra ce week-end et pendant toutes les vacances. Et puis je dois mettre que des cols roulés parce qu'il faut pas que je tombe malade. C'était assez strict, hein, mais un petit peu trop, je pense, à ces âges-là. Oui, mais t'as commencé très jeune la scène, 16 ans. Oui. 16 ans, sa première scène. Ouais. Rémunérée, c'est pour ça que je dis. Ah oui. Rémunérée. Ouais. Et c'était laquelle? C'était une petite salle de théâtre en province, je saurais plus du tout où, mais je me souviens que j'avais gagné un bon billet et ça m'avait vraiment c'est flatteur quoi. En soliste, bien sûr. En soliste, alors j'étais accompagnée d'un quatuor, donc c'était quand même un gros truc. Challenge. Mais oui, soliste. Ah oui. Mais c'est pas moi en plus qui choisissais mes airs, donc bon. Ta prof? Ouais. T'avais combien de temps pour répéter? Bonne question. Les arts d'opéra, ça met des années, mais je pense que j'en travaillais. Il y en avait beaucoup qui étaient en travaux en même temps. Mais si j'ai fait le récital à 16 ans, peut-être que c'était des airs que je maîtrisais depuis peut-être 1 ou 2 ans déjà. Ah oui, je pense. Ah oui, c'est quand même long. Un long travail, oui. Ah oui. C'est un long travail d'haleine. C'est des morceaux qui ne durent pas 4 minutes, quoi. C'est entre 5 à 8 minutes. Et il y a au-delà de la compréhension, il y a un énorme travail de fond à faire. Et de placement, enfin c'est énorme. Surtout que j'étais très jeune, donc. Et oui, je voulais lui poser la question. Est-ce que ta voix a mué? En fait, quand on m'entendait chanter à l'âge de 12 ans, on avait l'impression que j'étais une vieille femme qui chantait. Et c'est en ça qu'on disait qu'il y avait quelque chose, c'est que j'avais une voix lyrique très très présente. Donc très marquée. Très marquée. Mais il y en a plein des jeunes filles qui ont des voix comme ça. Et donc après il y a eu le travail qui a un peu façonné cette voix, mais j'avais déjà une voix très mature à la base. Voilà. Donc elle a pas mué. Je pense pas qu'elle est muée, ouais. Elle a certainement peut-être pris plus du corps, mais est-ce que c'est muet? Je ne sais pas. Pour prendre du corps, parce que les garçons peuvent avoir une voix qui mue et changer complètement de tonalité, c'est ça? Complètement. Mais c'est vrai que si on me demande, parce que je donne également des cours de chant et de piano, et quand j'ai des élèves très jeunes qui veulent commencer en faisant du lyrique, je leur dis vraiment de pas commencer trop jeune parce que ça peut en effet transformer. Ça peut un peu transformer la voix. Tandis que les garçons qui n'ont pas mué, c'est des voix de grégorienne quoi, c'est vraiment pour l'église, et les filles elles peuvent exactement faire la même chose, mais pour l'opéra ça va être un peu trop léger. Voilà. Et du coup t'es tellement prise que tu passes ton bac par correspondance. Ouais, on a décidé d'un commun accord avec mes parents et ma professeure de l'époque d'arrêter l'école pour faire le CNED. Donc cours à la maison avec différents professeurs particuliers, et l'après-midi déchiffrage, piano, solfège, chant. Tu chantes du Verdi, du Puccini, du Bizet, et j'en passe. Ouais. Ça aussi, c'est compliqué pour une jeune adolescente. Ah, ça c'est clair. Ça non, mais c'est vrai. C'est pas du Mick Jagger, c'est pas. Non, pas du tout. Alors là, vous pouvez même pas en parler. Alors, tu parles allemand. Oui. Mais aussi, tu choisis l'italien, justement. Ouais.
pour mieux comprendre l'opéra, tout ce qui est les chants lyriques. Tout à fait. Ça a été une évidence pour moi. Je voulais très très vite comprendre ce que je disais parce que sinon je voyais pas trop l'intérêt de chanter des choses en langue étrangère. Et donc en effet, j'ai choisi l'italien, j'ai pris allemand et puis je faisais du latin à côté. Et puis ensuite, il y a eu d'autres langues, le japonais. Le japonais. Oui. Le japonais. Oui. Après, je suis pas bilingue, attention. Hein. Tu vas faire des envieux. Des envieuses. Multilangue. Tu chantes en japonais? Oui. Oui. Il y aura une petite surprise après. Une surprise à la fin de l'émission. Est-ce que tu me laisses je te laisse lire le poème que tu as choisi? Qu'est-ce que tu as choisi, Saka? Grand cèdre. Ah. J'aime le soir. M'asseoir près de toi, grand cèdre. Quand la pénombre compte ses lampadaires, j'aime me poser au pied d'un tilleul, un coussin sur un rondin, sage comme l'image, contempler ton œuvre d'arbre. Grand cèdre, tu m'hypnotises, tu me rassures de ton panache, de ton histoire, et tes racines terrassées si profondes, enfouies dans les secrets du temps. Ton tronc puissant dépasse tous les autres, habillé d'écorces si parlantes, confidente des 300 000 nuits, journées, soirées de ta précieuse présence. Même toutes les modes n'ont rien changé à ton allure. Ô grand cèdre, m'entends-tu? Ton esprit phallique tient de main de maître sa terre-mère endormie. Guérisseur de l'âme, tu calmes l'impatience, tu apaises la folie. J'aime ta prestance, ta constance, ton envergure, ton tronc pensant, tes multiples conférences. Grand cèdre, je m'en contente et m'ancre dans ton silence, ta science, ton élégance. Je pose et t'impose mes mains, mes joues, mon ventre, mon dos, là, tout contre ta peau, rugueuse et résineuse, je te hume, je t'encercle et te crayonne ces quelques doux mots. Ancêtre, grand cèdre, prends-moi dans tes bras. C'est joli. C'est très beau. Merci de ce choix. Alors, tu disais que tu avais travaillé un peu de poésie. Quels étaient un peu tes poètes sur lesquels tu as travaillé? Oh là là, ça remonte. Hein. J'écrivais surtout beaucoup de poèmes. Ah, c'est bien. Ouais. J'ai à un moment donné, j'avais cette passion. Alors, j'ai toujours cette passion d'écriture, mais c'est pas plus pour les poèmes, mais je suis allée vers autre chose aujourd'hui. Mais ça remonte. Hein. C'était au début de l'écriture et de la lecture qui était une vraie passion pour moi. Est-ce que tu penses justement, parce que comme tu écrivais des poèmes, est-ce que aujourd'hui, tu aimerais pas écrire un poème que tu pourrais adapter au piano? Alors, c'est une grande question. Je commence à le faire, mais c'est vrai que je suis certainement encore arrêtée par la pudeur de partager mes mots avec le public. Ah. Eh oui, ça je comprends. Alors, j'ai pas eu ce problème-là. Ouais. Pour le peu, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de pudeur. Ouais. Une forte timidité, beaucoup de doutes, mais grâce à, je vais pas dire grâce à Dieu, mais en tout cas grâce à quelque chose, et sans doute peut-être parce que j'avais cette formation de comédienne et que j'étais déjà montée sur scène, mais plutôt comique, hein, en fait. Je n'ai jamais eu peur de dire mes mots. Ça se faisait tout seul, et heureusement, parce que j'ai fait de la scène quand même longtemps, et on me le disait, mais ça te dérange pas de parler de toi? Mais surtout, tu viens de dire que c'était comique. Tu dis que tu étais timide, donc c'est un peu paradoxal, le comique sur scène. Mais les comiques sur scène sont souvent des grands timides, c'est vrai, dans la vie. Oui, il y a une sorte d'autodérision. C'est ça. Complètement. Ils se libèrent, voilà. Oui. Et ça m'a aidé de pouvoir continuer à faire mon métier de scène. Bon, j'ai aussi déclamé des auteurs séculaires, parce que j'aime l'oralité dans la poésie, dans l'écriture, mais dans l'oralité aussi. Mais pour le peu, je n'ai pas eu de timidité sur mes mots. Mais je peux comprendre, ça aurait pu. Mais alors, si j'avais eu cette timidité-là, du coup, j'aurais pas fait vivre ma poésie.
Ouais. Maintenant, quelque part, quand on les sent dans le recueil, ils sont un petit peu enfermés après. Mais je comprends tout à fait. Donc, mais ça va venir. Oui, hein, ça va venir. Ça va être libérateur. Un jour, tu vas y aller. Je suis vraiment, T'es à la porte. Tout à fait. À la porte. Je te le souhaite. Tu as eu aussi ton diplôme de solfège très jeune, 17 ans. Ouais. Ce qui t'a permis, tu disais précédemment, de donner des cours de piano tout à fait. De solfège. C'était le plus rapide, en plus de tout ce que j'avais à faire en parallèle. Donc, c'était assez pratique. Alors, comme elle chante merveilleusement bien, parce que moi, j'étais de voir au bise. Oui. Je t'ai entendu chanter. Moi, ce que j'aime, c'est quand elle chante Mon amie la rose. Ah oui. Ah, j'adore. J'aurais voulu que tu me le chantes là, mais tu as un petit problème de la gorge. C'est pas grave. On t'invitera une autre fois et tu nous chanteras. Avec plaisir. Mon amie la rose. Peut-être qu'on écoutera à la fin sur l'émission. Peut-être qu'on aura. Non, ce sera la surprise qu'elle disait. Oui, d'accord. On a une surprise, c'est vrai. Ça n'a pas été trop dur d'apprendre cette chanson qu'on va écouter à la fin. T'as mis combien de temps pour la chanter? Eh ben, pas du tout. Ça a été très très rapide parce que c'est une chanson qui a été écrite dans le cadre de mon spectacle, dont on parlera aussi. Oui. Et j'ai une amie japonaise qui m'a aidé à traduire le texte en japonais. Et ça a été instantané parce que comme je savais tout ce que ça voulait dire, c'est très très rapidement, je l'ai assimilé. Tu l'as assimilé. Ouais. Tu te doutes bien qu'elle a eu son bac littéraire. Oui, voilà. Quand tu m'as énoncé toutes ces langues, t'es une linguiste quand même. Ouais, oui. Voilà, ouais. Littéraire, mais linguiste aussi. Oui. Parce que pour pouvoir apprendre plusieurs langues, il faut déjà avoir comment dire ça, une logique. Ouais. Hein, c'est une forme une logique des mots, de l'articulation, de phonétique. Je vais y arriver. En fait, c'est une logique de phonétique. Ouais. Et quand on l'a, on peut passer franchement d'une langue à une autre. Oui. Et alors justement, tu expliquais que ta famille, enfin tes frères étaient aussi dans la musique. Est-ce que eux, ils ont le même cursus que toi? Pas du tout. Eux, en fait, on avait la chance d'avoir tous les trois une très bonne oreille. Mais une très bonne oreille, ça s'éduque. Et il faut avoir la discipline de le faire. Et quand je dis ça, c'est-à-dire lire la musique. Et donc, mon frère et ma sœur, à partir du moment où il fallait lire, ils ont complètement arrêté. Mais ils continuent de jouer donc avec leurs oreilles. Leurs acquis. Ouais, exactement. Et moi, j'ai voulu avancer là-dedans. Donc, je sais lire la musique. Et puis moi, j'en ai fait mon métier. Mais ça eux, reste... Non, eux, non. Ils jouent d'un instrument? Oui, voilà. Piano, les deux. Ah, piano, voilà. Alors là, tu fais de multiples rencontres. Tu rencontres Frédéric Faye, qui devient ton coach vocal. Tu rentres en conservatoire du 12e arrondissement, c'est à côté de chez moi. Ouais. Tu vois, elle vient empiéter dans mon quartier. Là. Et c'est très joli du reste ce qu'ils ont fait. Cet endroit-là. Mais ça a changé parce que moi, j'ai. T'as pas vu le dernier? Genre, il y a quelques années, mais est-ce que ça a changé depuis? C'est très beau, c'était très beau. À l'arrière, c'est très beau, franchement. C'est vrai. Oui, ils ont changé. T'es venu trop tôt. Oui. Tu joues les Brigands d'Offenbach. Ouais. L'opérette. Tu te rends compte? Ah oui, tu fais aussi de l'opérette. Oui. Ouais. Tu aimes bien l'opérette? J'aime bien, oui. Je trouve ça amusant. Parce que comme je faisais vraiment de l'opéra dramatique à chaque fois, mais les héroïnes finissent par se suicider. Donc là, ça changeait un petit peu. C'était plus rigolo. Et puis surtout les opérettes d'Offenbach, c'est un grand plaisir. Et puis on est plein sur scène. Et je me dis peut-être que ta timidité s'évapore quand tu joues. Alors en fait, moi je suis pas timide, mais je suis pudique, c'est-à-dire que j'avais du mal à partager mes sentiments, mais par contre prendre la parole, me positionner, ça tu sais faire. J'arrivais un petit peu à me dépasser, mais en effet tout ce qui était du domaine du sentiment, et c'est comme chanter, c'est quand même s'ouvrir. Il y a pas, pour moi c'est quand même c'est se mettre à nu. Et en ça, il y a un cap à faire. On peut bien chanter, mais donner de soi, là, on passe un cap dans la pudeur. Voilà. D'accord. Donc, mais c'était pas vraiment un problème de timidité. Hein. Donc, ce que tu veux dire, c'est que entre deux chanteuses d'opéra, on peut sentir celle qui ouvre son cœur, ou en tout cas qui s'ouvre, comme tu dis, et celle qui va être perfectionniste, enfin dans la technique, oui. Mais on sentira qu'elle s'est pas ouverte. Et en effet, et d'ailleurs dans le milieu, on dit souvent elle est virtuose. C'est vrai. Donc elle peut faire des choses incroyables avec sa voix, mais par contre ça va pas nous hérisser le poil. Tandis qu'il y en a où c'est peut-être être un peu moins parfait, mais c'est tellement bouleversant qu'on reste figé en ayant ressenti vraiment les émotions.
C'est ce qu'il faisait. Bon, je reparle de Maria Callas, mais en même temps, elle est indétrônable. Je pensais à elle. Elle est indétrônable. C'est-à-dire que tout le monde dans le milieu disait que c'était pas très propre et tout. Ouais. Mais elle donnait des frissons. Il suffit de l'écouter. C'est incroyable. Jusqu'à maintenant, elle est indétrônable. Elle a ce petit plus que les autres n'ont pas. Elle a la compréhension théâtrale de la musique. Et ça a été l'opéra a mis beaucoup de temps avant de vraiment lâcher les lions, j'allais dire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup de chanteurs d'opéra qui sont d'abord instrumentistes. Donc, il y a encore une fois, il y a pas un peu ce lâcher prise théâtral. Mais bon. Ah oui. Qui sont instrumentistes et qui passent au lyrique. Ouais, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on demande aux chanteurs d'opéra de lire la musique aussi vite qu'un instrumentiste. D'accord. Tu chantes les noces de Figaro, de Mozart. Figaro. Ah, ça, c'est mon opéra préféré. C'est le premier que j'ai vu, j'avais 4 ans, j'étais ébahie. Ouais. J'ai adoré, j'adore. Il a été joué à l'opéra de la Bastille. Est-ce que tu as été le voir? J'y étais, oui. Alors, pas dernièrement, mais il y a quelques années, j'avais ramené mon père qui n'avait jamais vu d'opéra de sa vie. Je me suis dit, 4 heures, c'est quand même un petit peu long, mais Mozart, c'est des opéras tellement actuels. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. En 2011, tu organises ton premier récital seul. Ouais. Ça a pas été une charge très lourde sur tes épaules. Tu t'es lancée là, t'as dit j'y vais. Ah oui, complètement. J'ai organisé les choses. J'étais quand même bien entourée. J'ai eu cette chance-là d'avoir ma famille quand même qui m'a aidée sur beaucoup de plans. Et c'est vrai que ça a été un gros morceau à faire parce que là vraiment toute seule sur scène avec ma pianiste qui était ma répétitrice. On avait un petit peu fait des mises en scène aussi. Je commençais à faire des scènes un peu. Mais c'était un super moment. Et à la suite de ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait un CD en live. Ouais. Ah. Ouais. Je voulais vraiment du live, donc il y avait aucune retouche. C'était vraiment 100% live. Récital de printemps. Récital de printemps. On est en plein dedans. Ouais. On est en plein dedans. C'est vrai. On est en plein dedans. Alors tu fais la connaissance de Karen Minereaola, j'ai bien prononcé. Ouais, c'est difficile à dire. Professeur de Mylène Farmer, quand même. De chant. Oui, de chant. Oui, c'est pas n'importe qui, je veux dire. Ouais. Moi, c'est ma préférée en tant enfin, quand je dis ma préférée, surtout dans les clips, je trouve qu'elle est indétrônable, elle aussi. Elle a sa particularité, cette chanteuse, que les autres n'ont pas. Puis elle garde son mystère, quand même. C'est ça qui fait sa force. Moi, je trouve ça très classe. As-tu eu la chance de la rencontrer par l'intermédiaire de ce prof? Je crois pas. Non? Non. T'as des choses à dire à Saka, à lui poser, des choses qui pourraient t'interpeller? Non, j'écoute. Tu écoutes? Je vais rebondir. Je t'en prie. Tu organises un deuxième récital, ça te suffisait pas un seul? Combien de temps ils durent tes récitals? 1h30. Voilà. Ouais. Faut le combler, il faut pas. Toute seule. Oui, toute seule. Ouais. Alors là, il était à Léopold Bellan à Paris. Ah oui. La grande salle ou la petite salle? Léopold Bellan, c'est dans le 3. C'est l'espace. C'est l'espace. Il me semble que c'est 114 places. C'est déjà pas mal. Ah, c'est la petite salle. Oui, c'est la petite. Sinon, il y a la grande salle aussi. Oui, de la fondation. On tient combien, elle? Oh, plus de 500, à peu près. Oui, c'est pour bientôt. Pourquoi pas. Ben oui, bien oui. Et tu rencontres aussi Eliane Dublin, Opéra de Paris, tu deviens son unique élève. Ouais. Ça, c'est flatteur. Et ça, c'était une rencontre, ça a été ma dernière professeure de chant, Eliane, elle est partie rejoindre les étoiles et c'est vrai que elle faisait elle organisait des concerts mondains dans son grand appartement sur l'île Saint-Louis. Et elle chantait. Incroyable, mais comme les salons du XVIIIe siècle, donc c'est super. C'est quelque chose que j'adorais. Il y avait de tout, il y avait des journalistes, il y avait des écrivains, il y avait des chanteurs, il y avait des pianistes, des peintres, des autres. Enfin, c'était une belle palette d'individus. Incroyable. Moi, c'est ça que je trouve qui est très enrichissant. Ce sont ce genre de rencontres, bien sûr, qui remplissent vraiment l'âme, la connaissance, la curiosité. Et c'est vrai qu'Eliane, la première fois, je me souviens, on m'avait dit attention, c'est un personnage. Alors en effet, une petite dame, elle habille tout en noir avec des cheveux bien imposants et du rouge à lèvres rouges. Et en fait, on m'a dit alors soit elle t'aime pas. Moi c'était clair. Je me dis ok, d'accord, très bien. Et là je me mets à chanter Les Chemins de l'amour de Poulenc et qui a une très belle mélodie. Et là elle m'a dit toi tu seras ma seule et unique élève. C'est flatteur quand même. Et jusqu'à son départ, je l'ai vu tous les mercredis et on faisait moitié chant, moitié elle me racontait sa vie. Et c'était une femme que j'aimais énormément et que j'aime toujours d'ailleurs.
et qui m'a beaucoup apporté. Mais qui a été que prof ou qui a été aussi aussi une amie quelque part, une confidente, je pense. Elle était cantatrice. Tout à fait, elle était cantatrice. Elle a aussi été directrice de l'opéra. Alors je crois que c'était rue Blanche. Comment ça s'appelait? Je sais plus comment ça s'appelait, mais elle a été directrice d'opéra aussi. Enfin, pas d'opéra, de théâtre. De théâtre. Et elle a, en effet, elle a été cantatrice une longue période de sa vie. Et elle m'a appris vraiment le jeu scénique, s'imposer plutôt physiquement sur scène, incarner les choses. Elle m'a apporté le côté femme qui me manquait. Bah, c'est pareil. Puis elle était, je présume, ta confidente aussi à un certain moment. Oui. Et c'est instauré une relation plus qu'amicale. Ah oui, c'était très fort. Ouais, oui, j'imagine bien. Puis rencontrer des gens intéressants, ça te fait grandir. Complètement. Ça te fait grandir. Complètement. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre, moi? La musique. Alors, tu fais aussi des variétés françaises, tu chantes. Ou encore de la musique anglo, saxonne, et de la comédie musicale. Là aussi, c'est un large éventail. Alors là, il y a eu un petit tournant dans ma carrière. En 2018, j'ai voulu, même un petit peu avant, j'ai voulu arrêter l'opéra. J'ai fait mes récitals et puis dans l'évolution des choses, je suis retournée à un peu mes amours d'enfance, qui étaient surtout la musique de film. J'ai toujours aimé ça, mais j'avais pas le droit d'en rêver. Donc je me suis dit, je vais apprendre de la musique de film, des airs aussi de comédie musicale, et puis pourquoi pas aussi des personnes un peu plus actuelles ou de la variété française. Et donc je me suis complètement dirigée vers autre chose. D'où mon amie La Rose. Ouais. Que j'ai entendu. Mais oui, voilà, mais avec une voix lyrique. Oui. Variété lyrique. Oui, variété lyrique. Tu l'entends quand elle chante. Tu l'entends, voilà, c'est ça. Oui, on entend Tu t'es pas transformé. Non. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est que grâce à cette formation que j'ai eue pendant très longtemps, j'ai fait un mix, et ce qui fait que je peux chanter autant avec un micro que sans micro, mais ça va pas être de manière opératique ni trop variette. C'est vraiment entre les deux. Mais c'est pas quelque chose que j'essaie de contrôler. C'est-à-dire qu'à force de chanter, ça s'est fait naturellement, et je me suis dit, ça c'est mon univers. J'ai trouvé un peu, je veux dire ma signature, c'est un peu présomptueux, mais j'ai trouvé la direction vocale qui me correspondait le mieux. Tu sais, on en parlait tout à l'heure, on disait qu'elle savait parler quand même l'anglais, le japonais, l'italien, l'espagnol, l'allemand, et pas que le latin. Ouais. Pourquoi le latin? Parce que je l'ai travaillé à l'école, parce que il y avait les. Mais ne me dis pas que tu as travaillé des chants en latin. Ah si, quand même. Oui, quand même. Donc oui. Tout ce qui avait Maria. Les Ave Maria, tout ça, oui. C'était bien de savoir aussi ce que je disais. Bien, voilà. Oui. Et tu chantes, comme elle a changé un petit peu, elle chante aussi dans Dîner Spectacle. Oui. Au Bise, on peut faire un coucou à Christian Lebon. Oui. Auquel il y a des manifestations, pardon. Tu chantes donc, comme je te disais, au Bise, au Tremplin des Talents, à l'Artichaut. Et puis aussi à la Mère Catherine. Ouais. Oui. Depuis que je suis à Montmartre, j'ai cette chance d'avoir pu chanter dans plusieurs endroits mythiques de Montmartre, et ça continue. J'ai plusieurs dates là de prévues en hommage à Johnny Hallyday. Tu connais la Mère Catherine? Oui, bien sûr. C'est génial. Du théâtre, la bonne Franquette aussi. Tout à fait. La crémaillère et tout ça. Oui, tout à fait. Et oui. Il y a le duo Pam Pam que tu connais. Tout à fait. Voilà, le duo Pam Pam. D'ailleurs, il faudrait qu'un jour on les invite, le duo Pam Pam. Ils sont géniaux. Alors là, donc, tu me dis que tu vas interpréter Johnny, c'est ça? Oui. Alors l'année dernière, c'est un couple d'amis, Willy et Emily Marceau, qui organise un hommage à Johnny Hallyday, et ils m'ont proposé l'année dernière donc de chanter du Johnny. Et moi, je me suis dit, oulala, mon Dieu, Johnny, là, c'est quand même quelque chose. Et au final, j'avais déjà travaillé Diego au piano, et donc j'ai fait ma version de Diego qui a plus ou moins plu, et j'ai chanté Vivre pour le meilleur. Et là, ça a été galvanisant, parce que le public de Johnny, soit il t'aime pas. C'est-à-dire, soit il chante avec toi, il y a une sorte d'osmose qui se fait, c'est incroyable, ou soit il t'écoute pas et il parle encore plus fort que tu ne chantes. Et là, j'ai eu de la chance, ça a beaucoup plu, et les fans étaient étonnés d'entendre une femme chanter cette chanson. Ah oui. Donc mais c'est le fait, je pense, d'avoir fait du lyrique, je peux envoyer. T'as pu porter. Ouais. Mais ça m'a étonné moi-même, parce que je pensais pas du tout être capable de chanter Johnny un jour. Et donc ça se refait cette année, encore une fois en hommage à Johnny. Voilà. Où ça?
Et je crois que c'est à la Crémaillère, justement. À la Crémaillère? Ouais. Ah, d'accord. Cette fois-ci, oui. Là, c'était chez la mère Catherine et cette fois-ci, c'est à la Crémaillère. Moi, je vais te poser une question candide. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu prends encore aussi toujours des cours de chant ou pas? Ou t'en as plus besoin? En fait, j'ai été suivie par mon coach vocal, Frédéric Faye, des années durant. Et lors de sa disparition, j'ai pas voulu le remplacer. Je m'y continue avec quelqu'un d'autre. Donc, je continue à travailler la méthode qu'on avait ensemble parce que j'ai tout écrit. Donc je passe là-dessus. Mais c'est vrai que je pense que c'est toujours bien d'avoir quand même quelqu'un qui nous suit parce qu'on entend avec l'oreille interne. Et c'est toujours bien d'avoir un cadre, mais quelquefois, quand les choses sont déjà bien posées, il faut vraiment être face à quelqu'un de confiance et qui connaît bien notre voix pour éviter de déplacer des choses qui sont déjà bien. C'est vrai, c'est sûr, c'est ça. Donc là, je sens eu un petit peu peur de ça. J'ai peur de ça et j'ai pas dépassé ça pour l'instant et j'ai pas de problème aujourd'hui. Beaucoup, tu veux dire de problèmes. Oui, tout à fait. Donc pour l'instant, voilà. En 2019, tu crées un spectacle musical pour petits et grands, comme on disait. Hein. Tu joues et chantes seul sur scène, là aussi. Ouais. Le décor y est fleuri et magique. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est mon bébé. J'écris donc et j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Le Jardin secret de Saka et c'est un spectacle donc pour petits et grands qui a pour but de faire rêver. C'est un conte musical qui est inspiré par le Japon et donc voilà, je suis seule sur scène, je joue, je chante, j'ai des fidèles compagnons avec moi, Yuki et Plume, un petit chat et un petit oiseau et c'est un spectacle qui tourne donc depuis 2022 dans plusieurs théâtres. On a fait le Pandora, Darius Milhaud, le théâtre Clavel. Et là, je suis dans l'attente de d'autres dates, mais comme on n'a rien signé, je préfère pas dire les choses. Tu nous le diras, qu'on puisse venir te voir. Oui, bien sûr. Et tu as joué devant un parterre de gens connus. Ah oui. Pierre Billon, Passepartout, Jordan Deluxe, Jackie, Evelyne Dress, pour ne citer que deux, parce qu'il y en a 40 quand même. Ouais, il y avait 40 people qui gentiment se sont déplacés et qui ont beaucoup aimé. Il y avait Alain Turban aussi, oui. Oui, faut pas l'oublier. Je dis, attends. Et c'est vrai que c'était un moment qui était incroyable parce qu'on était tous dans une capsule de ce monde féerique que j'ai écrit et j'étais ravie que ça leur plaise. Donc ça, c'était un super moment, vraiment. Alors là, tu nous disais que tu as d'autres dates, mais tu les as pas précises encore? Non, je les ai pas précises, donc j'ai pas envie d'en parler avant que ce soit quelque chose de sûr. Mais en tout cas, le spectacle, va continuer à tourner. Et là, il y a d'ailleurs, je peux vous le dire en exclu, j'ai décidé d'écrire les livres illustrés autour de mon spectacle avec des chansons. Voilà, ça c'est une exclue chez nous. Voilà. Merci pour Art TV devant l'instant. Régine, et voilà. Voilà. Donc ça, c'est en train de se faire. Alors, tu y a un EP de 6 titres, hein, donc qui sort en version japonaise. Ouais. C'est une chanson phare, Dans mon jardin secret. Oui, c'est ça. Il n'y a pas longtemps aussi, tu es passé à l'émission de Jordan Deluxe. Moi, je t'ai vu, il y a le reste à C8. Oui. Il y avait à côté de toi Jean-Jacques Debout. Tu l'as impressionné, oui, t'as impressionné. On s'est, tous les deux, il y a eu, déjà c'est quelqu'un de très gentil, très chaleureux. Donc il m'a vite mise à l'aise. Et puis je lui ai offert donc mon EP en disant écoutez-le. Et il m'a promis de venir voir mon spectacle lorsqu'il y aura d'autres dates. Et le lendemain, j'ai rencontré Chantal Goya et là. La petite fille en moi, elle était toute admirative. Quel chat. C'est un hasard ou c'était prévu Non, c'était prévu. J'ai eu la chance de rencontrer les deux, donc de faire l'émission avec Jean-Jacques, mais de rencontrer quand même Chantal Goya le lendemain. Mais j'étais toute intimidée. Oui, je comprends ta situation. Tu as participé au grand événement du Carrousel du Louvre. Ouais. La nuit des petits princes. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. C'est un événement qui a été organisé par Anat Torjman et donc c'était la 2e édition. C'est un événement franco-chinois et là c'était autour du Petit Prince. Et donc c'était il y avait beaucoup d'enfants du monde entier qui ont fait des dessins autour du Petit Prince. Très beau dessin. Très beau. Le mur de dessin. C'était magnifique. J'ai pris des photos, c'était
été aussi, tu es allée? J'étais, j'ai failli acheter des dessins, mais j'étais tellement focalisée. Et donc, j'ai eu cette proposition de participer à cet événement. Et en effet, j'ai chanté donc Mon Ami la Rose et Dans mon jardin secret, qui s'y prêtait bien puisqu'il y avait beaucoup d'enfants et que voilà, je voulais chanter ma chanson. Voilà. Mais tu chantes aussi du Jean Ferrat, Nicoletta, Patrick Juvet et Dalida. Alors ça, c'est un tout nouveau projet qui est en construction. Donc c'est un projet qui c'est des chansons françaises, des chansons de variété française à découvrir ou à redécouvrir. Entre les années 60 à 90, on a fait une sélection d'une quinzaine de chansons qu'on est en train de remodeler à mon image et à l'image un peu plus actuelle. On dépoussière en respectant bien évidemment la mélodie et la base. Et le but, c'est de refaire découvrir ces chansons-là au grand public. Et c'est vrai que dans ces chansons, il y en a qui ont été oubliées et qui ont été pourtant des pépites. Voilà. Exemple. Oui. Par exemple. Mon Ami la Rose fait partie du lot. Oui. Donc on a refait l'arrangement à ma manière, et c'est Yes Yonggi, un très bon ami arrangeur et chanteur qui a fait les arrangements. Et sinon, qu'est-ce que je peux te dire, quelque chose je vais réfléchir. À redécouvrir. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi, depuis qu'on parle de Mon Ami la Rose, donc je dois me tromper sans doute, mais je pense à Morane. Pourquoi Morane? Alors, Morane ne l'a pas chanté, mais je pense à elle parce qu'elle avait chanté sur la sonate de Beethoven. Ouais. Prélude de Bach, plutôt, non? Prélude de Bach, pardon. Qui a chanté, il y a une vingtaine d'années, Mon Ami la Rose? C'est Françoise Hardy et Natacha Atlas. Alors moi, j'adore Natacha Atlas. Voilà. En oriental. En oriental. Moi, quand je pensais tout à l'heure, j'aurais entendu, et je sais pas pourquoi j'ai pensé à Morane, mais sans doute qu'on a une pensée pour elle. Tu m'as dévancé de 2 secondes, parce que moi, je l'écoute vraiment. Moi, j'adore Natacha Atlas. Mais quand elle la chante, c'est une façon incroyable. Ah oui, c'est. Elle l'avait remis au goût du jour. Voilà. Elle l'a remis au goût du jour et ça a ouvert vraiment un petit peu, la musique orientale, quoi. Ça l'a remis au goût du jour. Et ça a ouvert. Elle a raison aussi. Ça aurait ouvert un peu l'écoute sur la musique orientale. Ah oui, parce qu'elle a totalement. Mais ce qui est très drôle, c'est la musique fait 2 minutes 30, quelque chose comme ça, avec Françoise Hardy. Et Natacha Atlas, ça fait plus de 4 minutes. Donc elle a vraiment pris ses aises, elle a refait. Mais tu as vu le clip? Oui, j'ai vu le clip. Voiture, encore dans taxi, et tout, se déshabille, il se rhabille dans le taxi. Elle en a fait quelque chose de très très beau, très classe. Et donc moi je voulais pas. J'ai fait. Vous verrez. Oui, on verra. Tes dates prochaines dates là, que tu dois jouer, est-ce que tu as une idée si c'est mai, juin, juillet? Oui, alors j'en ai plusieurs. J'ai le 7 juin, donc l'hommage à Johnny Hallyday. Un peu avant, le 10 mai, je vais chanter aussi dans un endroit à Montmartre. Là, ça sera un peu du jazz. Je m'essaie à ça, alors que bon, c'est pas trop. J'y arrive, c'est pas grave, il faut s'essayer à tout de toute façon. C'est ce que je me dis. La vie est faite d'expériences. Oui. J'ai quoi encore comme date? J'en ai d'autres, mais là, elles me viennent pas. J'aurais dû les écrire. Moi, ce que je te propose, Saka, c'est que quand tu auras les dates précises, tu me dis soit à moi ou à Patricia. Quand on fait notre émission, on les dit. Oh, c'est très gentil. Merci. Merci, Régine. Si les gens veulent te contacter, Saka, où est-ce qu'ils peuvent te joindre? Alors, sur les réseaux sociaux, donc, sur Instagram, ça va être Saka Univers, comme donc Univers, et Saka S-A-K-A. Il y a aussi les pages du spectacle, donc Le Jardin Secret de Saka, tout attaché. Et sur Facebook, c'est Saka tout court, Saka. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui dort un petit peu depuis un petit moment. Mais oui. Qu'est-ce que tu nous fais, Saka? Il faut gérer tout ça, Régine. Ça fait beaucoup de travail. Tu as vu un petit peu tout ce qu'elle nous raconte. Il faut que je puisse souffler un petit peu. Oui. Saka, le jour de la fête des mères, il se passe quelque chose. Oui, tout à fait. Le 25 mai, je vais chanter, je vais me transformer en princesse Saka pour partager quelques chansons au Rosa Bonheur à l'Ouest. Je sais pas si vous savez toutes les deux, mais ce Rosa Bonheur-là propose des brunchs tous les dimanches dans une péniche, donc c'est très sympathique. Et je suis en rapport avec eux, et donc je fais découvrir quelques chansons du spectacle dans une petite pièce secrète dans cette péniche. Donc ce jour-là, pour la fête des mères. Voilà. Ta maman sera là ou pas? Non, ma mère, elle sera pas là. Elle sera pas là, ta maman. Alors si les personnes veulent te voir en province,
comment ça se passerait? Ah, j'aimerais beaucoup même. Mais pour cela, Régine, il faudrait que j'ai un producteur qui m'aide à faire grandir le spectacle pour avoir un tourneur ou un diffuseur qui puisse élargir le champ d'horizon de mon spectacle. Donc là, tu cherches un tourneur. Tout à fait, oui. Je cherche un tourneur, ça m'aiderait énormément à faire tourner donc ce spectacle pour que le plus de personnes puissent le voir. Si tu avais un bon tourneur, tu pourrais partir le chanter au Japon. Ah, ce serait incroyable. Là, c'est un rêve qui se réalise de pouvoir aller au Japon et chanter. Et tu te sens capable d'aller sur scène et tu chanterais combien de chansons sur scène là-bas? Alors sache, Régine, qu'en effet, le spectacle, lorsque je l'ai écrit, il y avait 16 chansons. Et on a, au tout début de cette aventure, il y avait une opportunité de théâtre pour une durée de 45 minutes, 1 heure. Donc j'ai réadapté le spectacle pour 11 chansons. Donc en effet, là, si demain j'ai l'opportunité incroyable de partir au Japon, je chanterai 11 chansons donc en japonais. En japonais. Ouais. Et tu parlerais en français, parlerai en français. Tu garderais ta langue natale. Oui. Je pense que pour la spontanéité du personnage que j'incarne, donc la princesse, après peut-être que je changerai d'avis, je me dirais peut-être que finalement en japonais ça pourrait être sympa, mais ça reste un spectacle français. Alors revenons en France. Juste, je voulais lui poser la question. Est-ce que tu as pensé à aller à Avignon? J'y ai pensé. Et on m'avait... Parce que pour le peu, même s'il y a un nombre incalculable d'artistes et de scènes tous les ans un peu plus, ce que tu proposes, alors les contes musicaux, bien sûr, il y en a, les contes africains, enfin il y a énormément, il y a pas beaucoup de spectacles, enfin depuis une vingtaine d'années, ça s'est développé. Mais pour le peu, en chantant en japonais, ça ferait l'originalité. D'abord, ça ferait une sacrée originalité, et un public qui serait autre peut-être. Ben oui, autre aussi. Écoute, c'est les japonisants entre guillemets, même les mangaïstes, je sais pas comment on dit, mais tu amènerais surtout que un plus à l'âge d'un petit peu de cette grande aventure manga aussi. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai. En fait, c'est très drôle que tu dises ça, Patricia, parce que hier même, je pensais à Avignon et je me suis dit pourquoi je le ferais pas. Et en fait, une année, on m'avait fait miroiter que j'allais le faire et ça ne s'est pas fait. Donc, en effet, il faut toujours compter sur soi-même et donc j'ai dans l'optique de le faire, mais c'est vrai que ça demande quand même une organisation, des contacts et déjà trouver un lieu. Oui, déjà oui. Parce après que l'organisation. En général, c'est une année, 1 an ou des fois 6 mois avant. Après, il y a les inscriptions. Enfin, il y a, c'est vrai, plein de choses à gérer. Pour le peu, tu es seul avec bande son. Excusez-moi. Je t'en prie. Justement, pendant qu'elle tousse, Patricia, je vais en profiter. Tu irais chanter donc au Japon. Oui. Chansons japonaises parlées français. Est-ce que tu ferais la même chose sur la scène allemande, italienne? Anglaise? Alors, lorsque j'ai écrit le spectacle, j'imagine en plein de langues différentes, mais c'est vrai que je m'étais dit 3 langues, donc français, anglais et japonais. Pourquoi que japonais qui sorte un petit peu enfin qui soit plus original, parce que lorsque j'ai écrit le conte, encore une fois, je me suis vraiment inspirée du Japon. Donc je me suis dit c'est un clin d'œil un petit peu voilà pour le Japon et ce pays qui m'inspire autant, quoi. Tu prendrais un petit peu leur attitude sur scène? Tu essayerais de copier un peu sur eux? Je pense en tout cas au niveau de mes expressions et puis même au niveau de mes animaux. Yuki, mon petit chat sur scène, Yuki vient du japonais qui veut dire courage ou neige et plein d'autres mots évidemment, mais en tout cas ces principaux mots-là. Et c'est vrai que voilà, il y a aussi le mont Fuji sur scène, voilà, donc il y a quand même pas mal de choses qui touchent le Japon, quoi. Bien sûr. C'est pour ça 3 langues, je pense que c'est déjà pas mal. Ensuite, si le cœur m'en dit de faire en d'autres langues, pourquoi pas? Ben oui, parce que on dit, Patricia, quand t'as appris 3 langues, les autres, ça vient plus facilement. Oui, oui, je pense. En effet, il y a un cap qui se fait. Oui. Je te laisse à nouveau, Patricia, parce qu'elle a eu un petit problème. Oui. Non, mais je reviens sur un chat, Yuki. Yuki est dans ma gorge. Non, moi c'est vrai que je pense que Avignon pourrait être. Après, tu es seul sur scène. Bon, je veux dire, t'as pas une grosse équipe. Après, voilà, l'organisation ça se fait, mais quand il y a plusieurs personnes sur scène,
Après, il y a un coût, c'est ça que je veux dire aussi. Ça. Voilà. Oui, mais quand on est presque seul en scène ou avec une bande son ou avec un instrumentiste, c'est plus gérable. C'est déjà plus gérable. Alors oui, sauf que j'ai quand même un décor qui est assez, qui peut être assez volumineux. Et que je développe au fur et à mesure en plus des théâtres que j'occupe, Oui. je fais. Non, que tu occupes. Ça s'appelle occuper l'espace. Voilà. C'est un lapsus révélateur, ça, quand même. On occupe l'espace quand on est sur scène. C'est vrai, bon. Ça s'appelle l'occupation. Donc en fait, donc j'ai quand même un banc, j'ai une table, j'ai des chaises, donc il faudrait faire un petit déménagement quand même, ou alors je fais avec les moyens du bord. Ça, c'est vrai que c'est une possibilité. Écoute, moi j'ai fait Avignon en 2000, un spectacle de poésie à Avignon. C'était de galère en galère, parce que c'est comme ça. Ouais. Finalement, j'ai atterri dans un endroit et j'ai été chercher, j'ai refait toute ma déco que je voulais avec des choses que j'ai trouvées dans la ville, que j'ai. Ouais. Et bon, après j'avais une déco un peu florale, arborescente comme ça, tu vois, mais pour le peu. Et c'était très très bien. Ouais, voilà, oui. C'est vrai qu'il y a parce qu'en fait tout ce que j'avais descendu était resté bloqué dans un endroit. Non, quand je te dis des galères. Et je pense que tu as tellement envie de le faire, tu veux vraiment le faire. Tu t'adaptes. Voilà, tu t'adaptes et tu trouves ce qu'il faut pour égayer ta scène. C'est vrai que j'ai quand même fait le spectacle il y a 2 ans dans une petite ville à Valérie, je sais plus dans quel département. Et c'était vraiment le spectacle de Noël. Donc là, il y avait toute la commune et je pouvais pas ramener mon banc, mes chaises. Et donc là, à ce moment-là, le maire il m'a dit mais il y a aucun souci, on a une école à côté, on a un parc, on va tout ramener. Et c'était génial parce que moi j'avais ma petite valise avec tout le reste du décor et il y avait donc les objets qui appartenaient à la ville sur place. Donc je peux le faire. Voilà. C'est juste que la mise en scène, je l'ai quand même écrite pour qu'il y ait quand même pas mal de, enfin il y a une mise en scène quand même qui est assez fixe quoi. Eh ben écoute, moi Saka, je suis ravie de t'avoir reçu à Artop TV dans l'instant Régine. Moi aussi Régine, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Saka, je te verrai, j'espère, prochainement sur scène. Et puis nous. Et Régine, on se revoit bientôt. Très bientôt. Hein? Merci à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir, merci. Be